Ce bruit, goutte après goutte, minute après minute, au rythme d'une clepsydre. Une musique qui parfois ressemble à un murmure, un écho, des rires ou des pas qui s'estompent dans la noirceur des galeries. Je suis là, dans cette grotte, ce lieu hors du monde, hors du temps, un espace d'oubli et peut-être de renaissance. Je me concentre sur la répétition des gouttes qui tombent dans le bidon bleu, notre réceptacle pour l'eau potable. Avant de la boire, il faudra la filtrer. Toujours ce protocole, toujours ce rythme. Mais non, je ne sais pas quelle heure il est, quel jour ou de la nuit, peu importe. Je ne pense à rien. J'essaye de me concentrer, mais rien ne vient, pas même l'agitation mentale habituelle. Je me dis que je devrais penser à mes objectifs, à l'extérieur, à l'association par exemple. J'ai de grands projets, des ambitions immenses, mais le timing est serré, même peut-être dépassé. Mais non, rien ne monte, rien ne m'angoisse. Je suis bien. Même chose pour mes projets plus personnels, et encore mieux, ce documentaire qui d'habitude veille en arrière-plan de ma tête, jour et nuit. Silence, rien, tout a disparu. Et si c'était ça la solution? Ne plus être impacté par ses pensées, ne plus se souvenir de l'heure ni de la date, juste vivre, au rythme de ses besoins et de ses envies. Se retirer dans l'obscurité pendant 2 semaines, sans repère temporel, pour se recentrer sur l'essentiel, se recentrer sur soi. Bonjour à tous, je suis Guillaume, cofondateur de l'association Earthscare Movement qui a donné ses initiales au podcast. Mais aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu particulier. On va plonger littéralement au cœur de la Terre, se faufiler dans les entrailles d'une expédition menée par le Human Adaptation Institute pour expérimenter et comprendre le développement de la créativité hors du temps. La question principale de recherche, c'est comment des humains sont capables de s'adapter, fonctionner et recréer un système fonctionnel et utile dans un contexte qui change totalement par rapport à nos habitudes. Je suis Christian Clou, je suis explorateur-chercheur, je suis directeur cofondateur du Human Adaptation Institute et concepteur de Deep Time et des 2 versions, Deep Time 1, 40 jours sous terre et Deep Time 2 Art qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je ne vous apprends rien en disant que le temps s'accélère. Là où il nous a fallu des siècles pour passer de l'homme des cavernes à l'homme sédentaire, il nous aura fallu qu'une centaine d'années pour industrialiser notre société, et encore moins pour intégrer les téléphones dans notre quotidien. Oui, l'évolution s'accélère, mais vers quoi allons-nous vraiment? Ce n'est pas ici que je prétendrai répondre à cette question. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment nous y allons. Burnout en hausse, explosion de l'anxiété et de la dépression chez les 24-35 ans, l'avenir que l'on nous dessine est si sombre qu'il ne donne plus envie de s'engager? Pris dans l'engrenage d'un rythme effréné, nous avons mis le doigt dans une machine qui nous écrase et nous entraîne dans une roue infernale. Et si la solution était justement de sortir de ce tourbillon pour prendre le temps de penser, de ressentir et de s'écouter? Parce que peut-être que pour aller loin, il faut d'abord ralentir. Je pense que je sais depuis longtemps le côté précieux du temps, et qu'on n'en a pas beaucoup et qu'il est précieux. Là, le fait de pas le dominer, tu vois, c'est un peu comme s'il nous échappait et il finit par nous manquer, enfin moi en tout cas, il finit par me manquer, il est impalpable, tu vois? Et en même temps, du coup, ça le rend quasiment éternel, comme s'il y en avait autant qu'on voulait, ce qui est assez étonnant. Mais donc peut-être de faire moins attention au temps que ce que je faisais d'habitude pour qu'il donne l'impression d'être en plus grande quantité, mais y faire aussi plus attention pour le rendre utile et pour avancer davantage. Voilà, donc je faisais pas beaucoup de choses inutiles, à part le téléphone. Donc ça, je vais... Non, mais c'est de l'ordre de plusieurs heures par jour qui vont être sauvées, en fait. Ça me confirme le besoin de prendre du temps, de ralentir, de prendre du temps à moi. C'est vraiment aussi indispensable et hem, d'être capable d'être dans le refus. On n'est pas très bien élevé, je trouve au consentement et ça en fait partie, en fait, d'être capable de dire non. Non, je ne suis pas disponible pour l'autre 24 heures sur 24 avec mon téléphone. Non, je ne suis pas, aussi pareil, en fait, cette disponibilité sur les réseaux sociaux, être capable de dire: «Bah, non, en fait, je te dis non».
Et non, alors peut-être pas pour tout le monde, mais ouais, ça me confirme vraiment cette pensée qu'il faut être capable de se consacrer du temps à soi aussi à certains moments, sans basculer dans un truc complètement égoïste et auto-centré, mais faire une part des choses entre ce qui est enfin, trouver une forme d'équilibre. Sébastien, artiste sculpteur, et Mélusine Malander, cofondatrice du Human Adaptation Institute et du projet Deep Time, chargé de filmer et documenter notre expérience, que vous venez d'entendre témoigner, ne sont pas les seuls à avoir ressenti cette bouffée d'oxygène au cœur de la Terre, enfouie à plus de 400 mètres sous la roche. J'ai déjà ressenti ce que ça pouvait provoquer que d'être coupé de ces injonctions temporelles et ce ressenti est extrêmement positif, extrêmement, démonstrateur qu'on a un problème dans nos vies quotidiennes. Donc je vais essayer de poursuivre plutôt ce que j'ai déjà mis en place, à savoir d'être capable de ne pas me laisser réentraîner, dans le vortex que constituent les notifications, les emails, les demandes, les besoins, les attentes des autres, ces messages qu'on reçoit qui demandent une réponse immédiate, et pas jusque même pas dans une heure, et encore moins demain. Alors que, finalement, c'est très récent, cette notion-là. Il y a encore ne serait-ce que, 15 ans en arrière, si on répondait dans les 2 jours, on était tout à fait dans le bon truc. Là, on a l'impression que si on répond pas dans les 3 minutes, c'est déjà qu'on a, insulté la personne en face de nous. Et donc je veux plus me ré j'essaie de ne pas me laisser réentraîner dans cette idée que je suis dépendant de ce qu'attendent les autres et le monde et que j'ai le droit, à ma propre, rythmicité, à Notre société n'aura pas de répit. Les choses continueront de s'accélérer. Et loin de moi l'envie d'avoir un discours alarmiste, mais c'est un constat. On entend souvent le slogan «Sauver la planète». Mais en réalité, ce n'est pas vraiment la planète qui doit être sauvée, ce sont les humains qui devront faire face aux conséquences. La Terre, elle, finira par survivre. on peut croire que quelque part on étudie des humains qui ont plus la temporalité. Mais objectivement, même dans le futur, même si on n'avait plus d'électricité, de montres et autres, on aurait toujours le soleil, les jours et la nuit. Donc en réalité, la temporalité en tant que telle ne va pas disparaître. En revanche, ce qui va peut-être changer, c'est que tout d'un coup, on sera plus isolé dans le monde. Il y a des zones entières de nos territoires qui vont, par exemple, s'assécher ou qui vont connaître des contraintes totalement nouvelles auxquelles les populations qui y vivent ne sont pas préparées. Et puis ensuite, il y a toutes les personnes qui sont en migration, qui doivent changer totalement leur système et leur habitude de vie. Donc toutes ces personnes-là doivent réassesser leurs compétences adaptatives dans un contexte totalement nouveau et surtout qui, a priori, ne reviendra pas en arrière. Et je crois que c'est là le périmètre le plus fondamental, c'est que trop souvent, on étudie le principe de il y a un changement, on fait avec le changement, mais dans un but de revenir à ce qu'on avait. Je suis intimement persuadé que notre futur, il va devoir constituer un monde dans lequel on ne va pas revenir à ce qu'on avait. On va créer quelque chose de nouveau. Ce que ce sera, je ne le sais pas, mais ce sera différent d'aujourd'hui. Il va falloir s'y adapter. Et en étudiant des changements radicaux, comme on fait ici dans Deep Time de Art, finalement, on est capable de mieux comprendre les mécanismes adaptatifs, les intrants sociétaux nécessaires, et peut-être de donner quelques pistes, quelques idées de comment on pourrait mieux faire cette transition vers un monde différent. Quand je regarde mon parcours, je réalise que ce qui fait évoluer mon environnement, finalement, c'est moi. La seule chose qui a réellement changé, c'est le regard que je porte sur moi-même aujourd'hui. La narration de mes histoires intérieures, la lutte incessante entre ma volonté de me dépasser et mes contradictions profondes. S'adapter, oui, mais encore faut-il croire que l'on est capable de s'adapter. Tu peux lire tous les livres de développement personnel du monde, si tu n'expérimentes pas le changement dans ta chair, tu ne pourras jamais vraiment comprendre ce que cela signifie. C'est d'ailleurs ce qu'a compris Elsa. Elle monte seule sur scène, affronte le regard du public lors de ses représentations théâtrales et à 10 mètres de haut, solidement accrochée à une corde, elle a peur de la chute. En fait, je pense que je crois avoir peur de trucs et en fait, je me rends compte que, c'est complètement, dépassable et je sais pas, je pense que j'ai incorporé plein de peurs de je sais pas d'où ça vient et en fait, je me rends compte que je peux les dépasser donc j'ai l'impression que c'est ça que je vais peut-être, amener avec moi en sortant de la grotte. C'est de me dire, que quand j'ai peur d'un truc, de peut-être plus, relativiser la peur en me disant: «Bon, bah, peut-être qu'en fait, si je peux complètement,
Enfin, je suis pas obligée de rester figée face à ma peur. Je peux aussi la dépasser, je peux trouver un moyen de la dépasser. Je dirais un truc comme ça, c'est un peu stylé quand même. Oui, Elsa, cette prise de conscience est puissante et même stylée. On peut le dire. Et maintenant, imagine qu'on ne pense plus au temps, qu'on sorte du flux, qu'on s'autorise à ralentir, et qu'on consacre enfin ce moment à notre bien-être mental, immergé dans la nature par exemple, dans cette magnifique et belle nature qui nous entoure. La grotte me confirme que être dans un milieu naturel, c'est très important, pour soi et pour, l'humeur. On a besoin d'être, en nature et on a besoin d'être dans du beau et peut-être que, ben, c'est peut-être la nature qui enfin, c'est le beau vient de là. Hem, je crois que ça sert à rien d'inventer des choses, enfin, l'humain est capable de faire des très belles choses, mais ce qu'apporte la nature est unique et donc vivre en nature, c'est indispensable. En fait, je pense à l'équilibre moral et de nous en tant qu'humains. Donc ça, c'est indéniable et je pense que ça me confirme l'envie de faire justement de continuer à faire des aventures dehors et à partir. Puisque je parle de ralentir, faisons une pause. Finalement, qu'avons-nous réellement appris depuis le début? Qu'il faut ralentir pour s'entendre, pour écouter nos besoins. C'est vrai. Mais pour cela, il faut se faire confiance. Réaliser que nous sommes capables d'évoluer, capables d'avancer, capables de nous adapter. C'est presque aussi simple et aussi difficile que de faire ce qui est bon pour soi, ce qui est bon pour moi-même. Cette capacité, que certains associent à de l'individualisme, est en réalité la base d'un être humain aligné, en paix avec lui-même, et donc capable de créer des relations saines et durables autour de lui. Alors n'est-il pas temps de repenser nos modes d'apprentissage, nos croyances, nos fonctionnements, pour cultiver une société plus connectée, plus humaine et finalement plus consciente? Lors de nos discussions que j'ai pu enregistrer, Sébastien, Étienne et Pierre, nos 3 acolytes qui étaient avec moi dans la grotte, m'ont apporté quelques éléments qu'ils garderont de cette expérience et qui pourraient, vous aussi, vous servir. Et je vais aussi regarder ce qui est nécessaire dans mon travail. On prend trop de temps aujourd'hui. Il y a plein de choses que je peux déléguer. J'aurais pu d'ailleurs, avant d'être interviewé, déléguer le fait de manger ce bonbon. J'aurais pu le faire faire par quelqu'un d'autre. J'aurais eu la bouche normalement vide. Mais tu vois, j'ai déjà identifié pas mal de choses que je vais arrêter de faire, d'autres que je veux vraiment continuer à faire. Et puis, peut-être, il y a plein de trucs où enfin, voilà, où j'ai pas besoin de le faire et il y a d'autres gens qui seront ravis de le faire. Et c'est juste que je vais trouver les bonnes personnes pour faire ces trucs-là et m'extraire petit à petit de ça. Pour retrouver plus de temps perso à partager en famille, à partager même avec des potes. Puis surtout, je vais, à partir de la sortie, je vais revenir dormir dans cette grotte au moins 4 ou 5 jours par semaine. Qu'il faut écouter, qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire en priorité. Parce qu'on est conditionné dès le plus jeune âge à l'école à respecter des horaires, des consignes, à atteindre des niveaux de performance, etc. Et en fait, ça nous écarte d'écouter de nos envies et notre ressenti. Ça nous écarte de ce qu'on aurait vraiment, nous, voulu faire. Et en fait, quand tu fais quelque chose que t'aimes, tu forces pas. T'as jamais envie d'arrêter. T'as toujours envie de recommencer. Tu vois pas le temps passer quand tu le fais. Et quand tu es en contrainte, quand tu fais un truc que t'aimes pas, et souvent tu fais un truc que t'aimes pas parce que la société ou quelqu'un d'extérieur à toi-même te dit de le faire. Et quand tu le fais, ben là, le temps il passe doucement et tu te fais chier, t'as envie d'arrêter, etc. Donc, en fait, si t'écoutes juste ce que t'as envie de faire, ton cœur, en fait, hein, tu vas trouver ta voie parce que ça va rien te coûter. Tu vas surproduire facilement quelque chose que tu vas pouvoir partager aux autres, etc. Donc,
Ouais, ça j'ai pas moi je pense que je suis quelqu'un d'assez, sensible et donc la suggestion des autres, des profs, de toute la société quand j'ai grandi, quand tu es gamin, tu pas la hauteur de vue, tu pas le recul pour t'apercevoir qu'en fait on est en train de te formater et du coup tu es gentil, tu es doux et du coup tu appliques et tu passes à côté de pas mal de choses. Et donc aujourd'hui, j'ai mon parcours m'a permis de m'apercevoir des dérives que j'ai pu m'imposer et maintenant j'essaie de retourner à: «Vas-y, je fais en priorité ce que j'ai envie de faire». Parce que j'y suis plus efficace, parce que je crée de l'excédent que je peux partager, parce que, j'ai jamais envie d'arrêter, parce que voilà, ça coule de source, en fait. Et ben pour moi, le changement le plus visible quant à la grotte, pour l'instant, c'est que j'ai arrêté de fumer. Parce que, je pouvais pas, venir dans la grotte et continuer à fumer ma cigarette électronique, ça aurait été assez ridicule et je me suis dit que c'était quand même une bonne occasion. J'ai pas arrêté, sec juste avant la grotte, j'ai arrêté genre une semaine avant quand même pour pas pour pas être complètement, dans la douleur et déjà, il y a d'ailleurs un truc que j'ai remarqué, qui était assez complètement fou, c'est que moi je fume, donc je fume depuis, 20 ans je pense. Avant je fumais des roulés, plus récemment je fumais des, cigarettes électroniques, donc je faisais mon propre liquide et j'avais plein de batteries. Et à chaque fois, dans les 2 cas, avant de sortir de chez moi, c'était tout le temps, la grosse question de se demander: «Est-ce que j'ai bien tout pris?» Alors d'abord, c'est: «Est-ce que j'ai le tabac, les feuilles, les filtres, le briquet? Est-ce que j'ai assez de chaque? Est-ce que les paquets sont pas vides?» Plus récemment, du coup, avec la clope électronique, c'était ça: «Est-ce que j'ai la clope? Est-ce que j'ai du liquide? Est-ce que j'en ai assez? Est-ce que j'ai, la batterie? Est-ce que j'en ai assez?» Donc j'en avais 3, j'avais 3 petites batteries différentes, dans les 3 petits étuis. Donc toujours penser à prendre tout ça avant de sortir de chez moi. Et là, la grosse différence de voir en fait, je sors de chez moi et en fait, je sors de chez moi les mains dans les poches. Et enfin, si, j'ai mon portefeuille, j'ai mes clés, j'ai mon téléphone, quoi. Et j'ai pas à me demander si j'ai bien tout ce qu'il faut dans mon sac à dos pour quand j'aurai envie de fumer. C'est-à-dire 10 minutes après être sorti. Donc ça fait vraiment une grosse différence. Je sens pas particulièrement encore la différence de, je sais pas, en termes de santé, par exemple, d'avoir arrêté de fumer ou quoi. Mais je sens déjà la différence en termes de charge mentale, voilà, de ne plus m'encombrer l'esprit avec tous ces trucs que je dois amener. Et moi, je suis quelqu'un qui me balade toujours avec un sac à dos. J'ai toujours un sac à dos sur moi. Et pour la première fois, je me dis, mais en fait, je réalise que mon sac à dos me servait essentiellement à transporter mon tabac et que je vais peut-être même plus avoir besoin de sac à dos, ce qui est pas un problème en soi. Moi, ça me dérange pas de garder mon sac à dos. J'aime bien avoir un sac à dos. Je peux mettre mon carnet pour bosser. Mais, euh, mais voilà, de me rendre compte que bon, si j'ai toujours eu un sac à dos sur moi, c'était pour avoir toujours un endroit où mettre mes clopes, quoi. Et ça. Donc je pense que ouais, enfin, la charge mentale a clairement déjà diminué sur ce plan-là. Et j'espère bien qu'à la sortie de la grotte, je vais pas changer d'avis du coup. Merci à Pierre pour ce moment de répit et de douceur, qui a choisi finalement de déposer son sac à dos, ce fardeau invisible et destructeur, pour peut-être embrasser une vie plus libre. Pierre qui, d'ailleurs, souvent parmi les premiers debout et avec qui j'ai longuement partagé des discussions profondes, marquantes, que je voudrais remercier. Merci Pierre pour ta présence le matin, mais également chacun des 17 compagnons de cette aventure hors du temps, à vous avec qui j'ai partagé 15 jours figés sous terre, dans ce monde suspendu, brut et authentique. Je voudrais simplement vous dire merci. Alors aujourd'hui, face à l'avenir qui se dessine, que dois-je faire? Que devons-nous faire? Je pense sincèrement aux jeunes, à leur place dans ce monde en mutation et au message de Christian et Mélusine que vous avez entendu et que vous entendrez à nouveau très bientôt, des messages qui leur sont avant tout destinés, car ce sont eux qui devront plus que jamais apprendre à s'adapter. Mais ce message, il est aussi pour vous, chers auditeurs, vous qui écoutez, vous qui êtes là, attentifs,
car il n'est jamais trop tard pour se transformer, pour améliorer qui l'on est, pour redevenir acteur de sa propre trajectoire. Car à la fin de la route, la seule personne qui nous attend finalement, ce n'est que nous face à nous-mêmes. En fait, j'adorerais me dire des choses, plus à moi, plus jeune, de dire: «Bah oui, tu en fait, tu as beaucoup plus de capacités en toi, hem, que tu le penses» et ça paraît bizarre parce que j'ai quand même fait beaucoup d'aventures mais quand même, en fait, j'avais beaucoup de freins dans ma tête sans doute de mon éducation qu'il a fallu combattre, mais que, je pense que si, j'avais été mieux accompagnée, plus jeune, j'aurais été vraiment, je pense que beaucoup plus loin, en fait, dans tout ce que j'ai fait. Mais en même temps, bah, l'histoire, elle est comme ça, donc je vois pas l'intérêt de me dire: «Si j'avais v enfin, si ça avait été différent, ça aurait été mieux», parce qu'en fait, je suis la personne que je suis parce que j'ai fait toutes ces expériences-là. Donc finalement, ben, pour apprendre, ben, il faut aussi passer par des épreuves. Il faut aussi, bah, se dire: «Oui, ça aurait été mieux si j'avais su», mais en fait, il y a plein de choses que même si on vous l'enseigne, même si on l'apprend, en fait, on n'est pas capable de l'intégrer tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, tant qu'on n'a pas fait l'erreur. C'est comme ça, en fait. Il y a des tas de choses, c'est comme ça et je pense que faut pas le regretter. Je pense que j'aurais envie de leur dire, dans toutes les proportions, nécessaires, de ne pas se jeter dans n'importe quoi, de ne pas, négliger les conseils et les avis, des personnes qui les entourent, de ne pas attendre sur les autres pour agir, de faire, d'être dans l'acte et plus que d'être dans la rancœur, plus que d'être dans la critique, plus que d'être dans, le besoin qu'on nous guide, plus que d'être dans l'attente du de l'influenceur ou de l'influenceuse ou autre qui te dit quoi faire. S'il y a quelque chose qu'on aime et dans lequel on se sent bien, il faut se donner les moyens de le faire. Ne pas attendre que d'autres viennent nous dire comment le faire et puis surtout ne pas attendre sur d'autres de pouvoir, le réaliser. Donc, le monde, il est extrêmement vaste. Il est peut-être compliqué aujourd'hui, mais je ne sais pas, à une petite parenthèse près des années 70 aux années 2000, où effectivement, il y a peut-être une parenthèse dorée, et encore, ceux qui l'ont vécu diront peut-être pas ça. Mais le monde, il est complexe aujourd'hui, mais il a toujours été complexe. Et cette idée qu'on ne peut plus rien y faire ou qu'on est coincé dans ce qu'on est, je crois que c'est ce qu'ont ressenti tous les jeunes de toutes les époques. Donc, il faut faire, il faut agir, il faut déclarer vos passions, il faut vivre avec passion ce que vous avez envie de faire. Parce que finalement, même si ça paraît décalé avec la réalité de certaines personnes ou de certains systèmes, si c'est là qu'on se sent bien, il faut le faire. Parce que personne ne vous fera faire à votre place ce que vous avez envie et besoin. Et pour ça, il faut peut-être aussi, mais ça, c'est pas un conseil, c'est une proposition plutôt, savoir lâcher un peu les systèmes sociaux, les réseaux sociaux. Non pas que tout y soit mauvais, il y a des tas de choses positives à y prendre, assurément, comme dans tout. Mais on doit savoir exactement comment on prend ces choses positives et pour ça, on a besoin d'aller vivre ces expériences. Parce que quand on a vécu ces expériences, il est certain qu'au moment où on recevra ces conseils ou informations de différents influenceurs, on saura beaucoup mieux ce que je dois prendre et ce que je dois laisser de côté. Lors de mon interview avec Sébastien, à la fin de celle-ci, il m'a dit: «Et toi? Qu'est-ce que je vais changer? Quelles sont les habitudes, que je vais modifier en sortant de cette grotte? Et qu'est-ce que finalement j'en ai retenu?» Eh bien, je choisis ce moment, du podcast pour te répondre et pour finalement vous rapporter une partie de mon expérience, bien que, tous les messages qui ont été dits ici sont finalement le reflet de ce que je récupérerai, parce que ce sont plein de messages bienveillants qui n'ont qu'un seul but, nous servir à avancer dans cette vie, quoi qu'il en soit. Et finalement, avec, quelques semaines de recul, avec le temps de réécouter, avec le temps de me remémorer ce que j'ai écrit, de se réhabituer au
au monde extérieur, à la vie extérieure et finalement à nos besoins d'avancer et de construire. Et finalement, la préservation de sa santé mentale, elle est indéniable. On a trop souvent mis de côté notre santé mentale, qui est un gros mot finalement, santé mentale, qui n'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre, qui est souvent rattaché à de la psychiatrie. Et finalement, non, il ne s'agit que d'un bien-être et notre corps n'est que le reflet de notre esprit et de la façon dont on pense les choses. Et je pense que si on fait aujourd'hui attention à nous, on décide de faire du sport, c'est un mécanisme qui s'est d'abord déclenché dans notre cerveau, qui a fait un chemin avant d'arriver et de façonner notre corps. Et je pense que pour toutes les étapes de la vie, on a chacun besoin de changer certaines choses à son rythme, en fonction des personnes, en fonction des besoins, en fonction de notre environnement. Et c'est ça que je retiendrai le plus, c'est finalement que oui, par exemple, j'ai retiré les notifications, une grande partie des notifications de mon téléphone pour ne plus être dérangé lorsque je réalise une tâche. Aujourd'hui, j'ai décidé d'enregistrer cet épisode et je suis face à vous, sans distraction, seulement moi-même face à mon micro, en vous racontant mon introspection, finalement, de cette grotte, de ce ressenti. Et je ne remercierai jamais assez le Human Adaptation Institute pour avoir mis en place cette expérience. Et j'espère que les résultats seront à la hauteur de vos attentes. J'espère sincèrement que cet épisode hors série vous aura plu. Vous retrouverez en description tous les liens vers les intervenants, ainsi que les ouvrages de Christian et Mélusine que je vous recommande chaleureusement si vous souhaitez approfondir des notions d'adaptation, mais également de liberté. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tous ces sujets méritent d'être creusés avec des experts. Alors dites-moi en commentaire celui que vous voulez voir explorer. Et je vous rappelle qu'on est aussi dispo sur Spotify, Deezer et en vidéo sur YouTube. C'était un plaisir. Moi je vous dis salut, à très vite.